d'être présents ici ce soir pour cette conférence et en plus aussi nombreux. Merci à nos partenaires, parce qu'on a un partenaire, de l'État Asset Management et à l'ENSAE qui nous permet de faire cette conférence encore cette année. Mais surtout, merci à vous, monsieur Hubert-Védry, qui vous êtes déplacé jusqu'ici dans nos campagnes reculées pour parler avec nous des enjeux du monde contemporain. Si minuit indique la fin du monde, il est 23h58 selon l'horloge de l'Apocalypse, créée en 1947 et régulièrement actualisée par les directeurs du Bulletin of Atomic Scientists de l'Université de Chicago. Le risque de guerre nucléaire et l'immobilisme face au réchauffement climatique nous ont récemment rapprochés plus que jamais de minuit. Dans votre dernier livre, Compte à rebours, publié en début d'année, vous abordez ces problématiques par l'intermédiaire de 3 bombes à retardement. La première, l'urgence écologique, l'explosion démographique et le choc numérique. La question qui nous occupera ce soir sera donc d'éclairer ces enjeux à la lumière de ce contexte géopolitique que vous qualifiez de chaos géopolitique en reprenant les termes du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Donc, pour vous présenter très brièvement, après avoir étudié à Sciences Po et à l'ENA, vous devenez notamment conseiller diplomatique du président François Mitterrand en 1981, avant d'être nommé secrétaire général de l'Élysée en 1991. De 1997 à 2002, vous êtes ministre des Affaires étrangères sous le président Jacques Chirac. Et vous y marquez le Quai d'Orsay de votre enfant. Depuis lors, vos différents essais font référence en géopolitique. Et ainsi, après cette introduction, il est maintenant temps de vous laisser la parole avec cette question: comment faire face à ces enjeux dans un contexte de désordre mondial? Bonsoir, je suis parmi vous un petit moment parce que j'ai des obligations prévues à Paris qui m'obligent à partir impérativement à 19h30. Et malheureusement, ça ne sera pas tout à fait assez long. D'autre part, j'ai toujours plaisir, comme mon agenda le permet, de venir parler, rencontrer des étudiants. Ça me change de conférences devant des politiciens ou des ambassadeurs ou des généraux ou ceci, cela. Bon, c'est pas mal, donc je vais essayer de laisser un peu de temps d'échange aussi. Et en très résumé, ce que je vais vous dire, c'est le résumé donc d'une vie qui a été rappelée rapidement. J'ai passé 19 ans au cœur du pouvoir dans ce pays. Donc évidemment, ça change la vision des choses, ça fait une expérience géante de plein de trucs. 19 ans, donc en gros moitié la gauche, Mitterrand, et moitié toujours Mitterrand ou Chirac, mais en cohabitation. Donc j'ai travaillé autant que les gens de gauche et de droite dans ce pays, que je connais tous, que je continue à connaître tous. Donc ce que je dis n'a aucun caractère politique ou partisan. Je ne suis pas un politicien, je suis un homme de pouvoir, de gouvernement, mais il n'y a rien de politique dans ce que je raconte. Et depuis l'origine, depuis très longtemps, avant d'être ministre, j'étais routard, j'ai beaucoup voyagé. J'ai toujours été passionné par les choses internationales, et c'est ça qui m'a emmené à la géopolitique. Mais au fil du temps, au fil des expériences, des rencontres, je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage géant entre ce que l'on croit en général en France ou en Europe sur le monde et le monde tel qu'il est. Et donc en général, je commence toujours par ça. Parce que vous devez imaginer qu'il y a une communauté internationale, par exemple, l'expression automatique des médias. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Elle est à construire, c'est un objectif très important, mais elle n'existe pas, en vrai. Donc il y a plein de décalages comme ça. Et c'est encore plus vrai dans la période récente, quand l'Union soviétique a fini par s'effondrer, en 1991, la vraie date, c'est pas la chute du mur, c'est la fin de l'URSS. Là aussi, c'est caractéristique d'une société complètement hystérisée par l'information permanente, les images, etc. La vraie date, c'est donc fin 91. À partir de là, les Occidentaux ont pensé avoir gagné la bataille de l'histoire. Il y a eu des grands penseurs américains comme Fukuyama qui ont dit ça, c'est la fin de l'histoire, parce que tout le monde est d'accord sur la démocratie de marché. Et en fait, il s'est passé exactement l'inverse. Donc à partir d'il y a environ 25 ans, donc c'est votre environnement, vu l'âge que vous avez, c'est l'inverse qui s'est produit, c'est l'histoire qui s'est remise en marche, avec énormément de puissance dans le monde, qu'on appelait autrefois pays en développement, avec des larmes dans la voix quand ils se développent pas du tout d'ailleurs. Ils se sont développés après, ils ont fini par devenir des émergents, et les petits dragons asiatiques, puis la Chine qui est monumentale, et ça change complètement la carte. Complètement. Donc ce qui est en train de se passer,
le surplomb géopolitique de tout ça, c'est que les Occidentaux, qui ont conduit l'histoire du monde pendant 3-4 siècles, en bien ou mal, c'est un autre sujet, ont perdu le monopole. Donc les Occidentaux, les Américains, les Européens, dont les Français, avec leurs différences énormes, ils ont perdu le monopole du pouvoir et de la puissance. Ils sont toujours immensément puissants, immensément riches quand on calcule par tête, en tout cas, et ils n'ont plus de monopole. Il y a d'autres puissances. Or, dans cette période-là, les Occidentaux ont pensé qu'ils avaient gagné et que les fameuses valeurs occidentales universelles allaient être imposées partout et que ça serait facile de venir à bout des récalcitrants. Quelques pays qui ont testé ça. C'est pas ça qui se passe du tout, en fait. Donc, une espèce de foire d'empoignement. Et c'est là où je dis que l'expression communauté internationale est très sympathique, mais elle est prématurée. Il n'y a aucune communauté de pensée entre un pêcheur japonais, un ingénieur d'Afrique du Sud, un médecin du Pérou, un travailleur du Middle West. Donc, les gens ne pensent pas la même chose. Ils n'ont pas la même vision de l'histoire, ils n'ont pas les mêmes souvenirs, ils n'ont pas peur des mêmes choses, ils n'ont pas les mêmes aspirations. Là, tout le monde veut vivre bien pour lui et sa famille dans la sécurité, mais on devrait ça, il n'y a pas du tout la même vision. C'est pas construit, en fait. Et c'est pas parce qu'il y a une organisation, il y a tout le monde, les Nations Unies, je ne suis pas du tout unis d'ailleurs, il y a un endroit où il y a toutes les nations, ce qui est pas mal, c'est mieux que si ça n'existait pas. C'est pas pour autant qu'il y a une communauté de pensée, mais il n'y a pas de gouvernance mondiale. Ça n'existe pas. Donc, sur ces sujets qui doivent être abordés avec beaucoup de rationalité, il y a énormément d'idées creuses qui circulent, de mots valises, comme disent les linguistes, le mot communauté internationale, gouvernance mondiale, valeurs universelles. Le mot Europe, on ne sait jamais très bien ce que ça désigne en fait. Donc je suis obligé d'être un peu parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais c'est toujours un point de départ. Essayer de vous dire que ce qui se passe en été dans le monde d'aujourd'hui, en tout cas du point de vue des Occidentaux, ce n'est pas du tout ce qui a été pensé ou espéré il y a 25 ans. Je serais en train de parler à Pékin, je ne dirais pas ça. Parce que pour les Chinois, ça se passe un peu comme prévu. Et eux, ils considèrent que la Chine est en train, après la parenthèse occidentale, comme disent les grands géopoliticiens asiatiques aujourd'hui, la parenthèse occidentale, qui a duré 3-4 siècles, la Chine est en train de revenir à sa place normale, c'est-à-dire au premier plan. Donc pour eux, ils considèrent qu'il n'y a pas de désordre mondial. Ils n'ont jamais cru qu'il y avait des communautés internationales, ils n'ont pas cru qu'il y avait un ordre mondial, ils n'ont pas cru tout ça. Donc comme ils n'ont pas cru ça, ils n'ont pas à tomber de l'armoire en fait. Donc c'est plus facile pour eux, y compris pour des tas d'autres peuples dans le monde qui sont furieux contre des tas de choses, mais ils n'ont pas partagé les illusions des Occidentaux. Leurs illusions qui ont pris des formes soit arrogantes, un peu impériales, un peu les États-Unis. À un moment donné, c'est moi qui avais lancé l'expression de hyperpuissance il y a une vingtaine d'années pour désigner ça. Les Européens, on ne sait pas très bien ce qu'ils pensent collectivement, et les Français, ils ont une vision assez chimérique des choses. Donc dans tous les cas, il y a un effort d'adaptation et d'atterrissage dans le monde réel à faire. Le monde réel, aujourd'hui, il est caractérisé par un grand désordre géopolitique. Donc Guterres, que vous citez, il parle comme moi ou je parle comme lui, le secrétaire général des Nations Unies, il parle d'une situation chaotique. Et chaotique, ça ne veut pas dire guerre générale. Hein. C'est simplement que ce n'est pas ordonné, que personne ne contrôle l'ensemble des géopolitiques. Les États-Unis n'ont plus la position dans laquelle ils étaient après 1945, dans laquelle ils ont cru dans la décennie 90. Ils ne contrôlent pas tout, même si ça reste une puissance colossale numéro 1. Économiquement, la Chine les challenge, mais en termes militaires, etc., il n'y a pas photo. Bon. Mais n'empêche qu'ils ne contrôlent pas tout par rapport à ça. Donc il y a les États-Unis, il y a les Européens qui n'en finissent pas de savoir ce qu'ils veulent sur la suite, bon, etc., c'est compliqué. La Chine qui monte, là on ne voit même pas les limites, et toute une bande d'émergents, parce que derrière la Chine, il y en a 50. Les émergents, mais en désaccord entre eux. Donc vous ne verrez pas le retour d'un monde dominé par les Occidentaux, globalement. Vous ne verrez pas ça. Et vous ne verrez pas non plus un monde dominé par la Chine, qui a peut-être pas envie, c'est compliqué, de dominer l'ensemble. Il y a l'Inde qui monte aussi. Donc une situation instable, avec des alliances changeantes, des compétitions, ceci, cela, et pas de centre. Pas de centre. Donc si on parlait nautique, on dirait pas de mer calme en vue, et mer agitée à très agitée tout le temps. Mais ça ne veut pas dire cyclone partout. Mer agitée. Ceux qui ont fait du bateau ici, on peut circuler dans une mer agitée, bon, si on est un peu trop par rapport à ça. Donc voilà l'état du monde. Et d'ailleurs,
Pendant la guerre froide, tout le monde était d'accord sur le terme guerre froide. Il y avait l'Est et l'Ouest qui se disputaient d'ailleurs l'influence dans le troisième monde, le tiers monde. Voilà. Après la fin de l'URSS, donc c'est terminé, et on n'a pas trouvé depuis une expression qui fasse consensus. Donc est-ce que c'est la fin de l'histoire, disait Fukuyama? Non, dit Clinton. Non, c'est qu'il y a le risque du clash des civilisations. Les gens bien pensants, c'est écrit d'orfraie quand il a dit ça, mais c'est évident que c'est une des conclusions de mon accueil. D'autant qu'il n'a jamais dit qu'il était pour le clash, mais qu'il fallait le redouter, il fallait essayer de l'empêcher, etc. Bon, donc il y a des discussions sans fin par rapport à ça. Est-ce que c'est le monde unipolaire, un seul pôle? Quand j'avais parlé moi d'hyperpuissance. Non, c'est pas tout à fait aujourd'hui, puisqu'il y a la Chine, les autres. Est-ce que c'est un monde bipolaire? Autrefois c'était États-Unis, URSS. Est-ce que ce serait États-Unis, Chine? C'est pas vrai non plus. Ils sont partenaires, mais ils sont rivaux, adversaires. Il y aura peut-être même un jour des affrontements dans les mers de Chine. Donc on ne peut pas généraliser ces termes. Est-ce que c'est le monde multipolaire? Les Français adorent cette expression, Jacques Chirac l'employait beaucoup parce que ça énervait les Américains, mais c'est pas vrai non plus parce qu'on n'est pas capable de faire la liste des pôles. Les États-Unis, oui, Chine, évidemment, Japon encore, la Russie malgré tout, on a mis un pied dans la porte, mais les Européens, en termes statistiques, si on fait des agrégats statistiques, l'Europe c'est colossal, on additionne le PIB, etc. Mais il n'y a aucune pensée centrale. Et la plupart des Européens d'aujourd'hui, ils n'ont aucune envie que l'Europe devienne une puissance. Ça leur fait totalement peur, en fait. Et donc les politiciens, c'est pas de leur faute, ils ne savent pas comment réagir, comment les politiques sont très dépendants dans les démocraties modernes de l'état d'opinion, ce matin, ce soir, demain matin, les réseaux sociaux et compagnie. Donc il y a un phénomène de paralysie extraordinaire qui fait que on ne sait même pas si on peut compter l'Europe comme un pôle sûr. À un certain moment, on se dit oui, peut-être, si la commissaire X ou Y arrive à faire payer les contrats, ce qu'ils doivent, et puis le lendemain, il y a le contraire. Bon. L'Inde, c'est une puissance régionale, le Brésil, on ne sait même pas s'ils y arrivent, donc vous n'êtes pas sûr de la liste des pôles, en fait. Alors il y a un système multilatéral, c'est-à-dire les 193, 14, 15 membres des Nations Unies, mais c'est juste un système, c'est un network, c'est tout. Une puissance en tant que telle. L'arrivée de la puissance. Est-ce que c'est les grandes entreprises? D'une certaine façon, elles sont en compétition entre elles. Est-ce que c'est des forces religieuses? Évidemment. La force de l'islam est d'autant plus colossale qu'il y a des convulsions géantes au sein de l'islam, notamment l'islam sunnite, avec des répercussions partout. L'Église catholique a évidemment une certaine influence, il y a des influences à la fois culturelles et religieuses, mais elles n'ont pas non plus l'influence globale. Et en ce qui concerne les conséquences pratiques, les comportements pratiques, les lois adoptées, les modes de vie, on voit bien qu'il y a des batailles d'influence, il y a des puissances illégales. Les experts disent que l'ensemble des activités illégales doit générer entre 5, 6, 7, 8% du PIB mondial. C'est absolument géant. Aujourd'hui, par exemple, en ce qui concerne l'Afrique et l'Europe, l'espèce de nouvelle traite qui a été mise en place par les passeurs jusqu'au fond de l'Afrique, ça représente plus d'argent qu'un mode. Donc vous voyez que ça, c'est des économies souterraines absolument gigantesques. La drogue, etc. Donc c'est un monde qui est tiraillé, et donc il ne faut pas se faire d'illusions, mais encore une fois, il ne faut pas sombrer dans le catastrophisme, parce que ça est assez souvent comme ça en réalité, et c'est le panier enchaînement guerrier. Il n'y a aucun mécanisme dans le monde actuel qui nous conduise à la guerre mondiale. Il n'y a rien qui ressemble à 1914. Il y avait des alliances dont les gens ne mesuraient pas le danger, et personne ne savait qu'une guerre mondiale était possible. Donc toutes les décisions qui paraissent absurdes aujourd'hui, juste pendant l'été 1914, sont prises par des gens qui ne savent pas que ça peut conduire à une guerre mondiale. Ils pensent que ça conduit à des guerres localisées, comme ça s'est fait avant, et certains pays. On n'est pas du tout dans cette situation, on n'est pas du tout comme en 1939. Donc ne déduisez pas de ce que j'ai dit brutalement sur la situation chaotique, qu'il y a un risque de conflit, comme les médias ne savent pas connaître certains niveaux, il y a la Troisième Guerre mondiale, c'est complètement absurde. Il n'y a aucun risque de ça. Par contre, il y a un risque de désordre, en effet, de confusion, dans lesquels ceux qui s'en sortent, soit les États, ou les entreprises, ou les organisations, ou les gens. C'est des gens qui sont réalistes, lucides, et qui savent comment naviguer dans tout ça. Donc voilà la toile de fond. Alors, dans mon livre, ce que j'écris sur la géopolitique, dans un livre récent, c'est un recueil Fayard
tous les 3-4 ans de publier mes textes des 3-4 années, donc il y a pas mal de textes des 3 années passées, dont un long article sur la bande dessinée d'ailleurs, dans le dernier, donc Compte à rebours, avec un S. Mais moi j'ai fait mes 40 pages d'introduction inédite sur la combinaison d'écrits, parce que c'est quand même compliqué, malgré tout. Parce que vous avez le compte à rebours écologique. Comme moi je suis plutôt connu pour la géopolitique, me disent mais qu'est-ce qui vous prend, vous êtes converti à l'écologie? J'ai toujours trouvé ça tout à fait équitable. J'ai fait de l'alpinisme quand j'étais jeune, je sais ce qu'est un milieu naturel sensible, et donc je pense depuis très longtemps qu'il y a un vrai danger maximum. Sur le climat, parce que je connais surtout des scientifiques qui sont épouvantés par l'effondrement de la biodiversité, et tout le reste que je vais pas vous décrire dans des générations, tout le monde connaît la situation écologique, les forêts, les océans, etc. Donc pour moi, c'est fondamental. Il y a un vrai compte à rebours, tic-tac, avec une prise de conscience qui n'est pas assez grande. Et en même temps, un début de conversion de l'ensemble du système économique mondial au fait que c'est vraiment vital. Ça peut devenir même une sorte de gigantesque moteur de croissance de remplacement. Le plus grand fonds de retraite au monde, qui est le fonds norvégien, a décidé de se retirer des énergies non renouvelables. Ils gardent le nucléaire éventuellement parce qu'ils ne sont pas des écologistes fanatiques fous comme l'Europe de l'Ouest, qui considèrent que la priorité absolue, c'est de réduire le CO2, mais ils mettent l'accent sur tout ce qui est renouvelable. Donc il y a un début. Dans le monde financier, c'est plus avancé que dans le monde industriel. Parce que dans le monde industriel, même si on peut faire des usines extraordinaires qui n'ont quasiment aucun déchet, qui font des recyclés, etc., c'est plus compliqué de changer les systèmes installés dans la finance par des. Donc il y a un début de changement. Et je parle en tout cas de ça comme étant un des comptes à rebours. Après, il y a le compte à rebours démographique. Démographique, on peut nous raconter que l'humanité a entamé la transition démographique. On sait ce que c'est, ça veut dire que les femmes, au lieu de faire, sont obligées de faire 10 enfants, elles en font 2, 3, 1 et demi, bon, ça dépend. Et donc ça a eu lieu à peu près partout, sauf que ça n'a pas eu lieu encore en Afrique. Et l'Afrique est à côté de l'Europe. L'Europe est en situation de stagnation ou de baisse, même de diminution de la population. Et alors que dans le Sahel, c'est l'inverse. Et tous les dirigeants africains disent, en privé, parfois en public, c'est un problème numéro un, qui passe par l'éducation massive des filles. Que l'islamisme à la base, il faut distinguer l'islam, enfin, je parle de l'islamisme à la base, essaie d'empêcher. Donc, au Sahel, il y a une bataille maintenant dans chaque village, dans chaque endroit, pour que l'éducation des filles puisse être développée ou pas. Elle est plutôt moins élevée qu'il y a 10 ans, par exemple. Sans parler des centres de planning familial qui sont l'objet d'attaque. Donc il y a cette bataille démographique qui est d'abord menée par les Africains de l'Afrique de l'Ouest, en gros, et il se trouve que c'est à côté de l'Europe. Donc il y a un phénomène à long terme, et puis il y a d'autres phénomènes importants qui est certains pays qui voient leur population diminuer, comme le Japon, comme l'Allemagne, comme la Russie. Et globalement, il y a le fait que, si on reprend la question écologique, pour l'ensemble des scientifiques sérieux, c'est totalement impossible de maintenir la vie sur la planète. On parle maintenant de sauver la planète, c'est pas le sujet, c'est sauver la vie sur la planète. Sinon, c'est une planète sans vie pour les autres. Donc, pour la plupart des scientifiques sérieux, c'est impossible qu'il y ait 7, 8, 9, 10 milliards de gens qui vivent comme les Occidentaux d'aujourd'hui, avec le degré de consommation, de gaspillage, de prédation, etc. C'est pas lié au système capitaliste, parce que le bilan des régimes communistes est pire en termes écologiques. De toute façon, c'est pas le sujet, il faut trouver une autre réponse. Donc, vous avez le compte à rebours écologique, compte à rebours démographique, ils sont menés. Hein. S'il y avait 100 millions d'habitants sur la planète, on ne parlerait même pas du sujet. On pourrait se comporter comme on veut. Et après, il y a le choc numérique, qui est très intéressant, parce que si on fait parler des plus grands spécialistes, ceux qui ont le plus pensé, qui sont souvent des Californiens, parce qu'ils ont le même sujet depuis plus longtemps que les autres, ils sont totalement partagés. Totalement partagés entre ceux qui disent que ça va régler tous les problèmes de l'humanité, et ceux qui disent non, c'est une catastrophe absolue. Et on voit aussi, vous savez, les phénomènes amusants de tous les jeunes types qui sont milliardaires dans les GAFA, etc., et qui interdisent à leurs enfants d'avoir la moindre tablette, par exemple. Il y a des phénomènes comme ça. Bon, donc choc numérique, c'est plutôt une interrogation gigantesque. Alors on se dirait, mais pour faire face à ces phénomènes, il y a des autorités, il y a un gouvernement mondial, il y a ceci et cela. Donc je renvoie à mon premier point.
il n'y a pas une réponse tout à fait clairement organisée. Et c'est là où normalement on vient à qu'est-ce qu'il faut faire, on devrait faire ceci, cela, et qui c'est le long. Donc c'est là qu'il faut revenir à l'idée qu'il ne faut pas s'appuyer sur la vision facile qu'il y a une sorte de gouvernement mondial qui va prendre des bonnes décisions pour gérer les questions écologiques, les questions démographiques, etc. Ça n'existe pas, en fait. D'ailleurs, si le gouvernement mondial, auquel certains utopistes existaient, s'il était mauvais, qu'est-ce qu'on ferait? On dirait sur la Lune, non, c'est pas le bon. Donc c'est une utopie complètement idiote, le gouvernement mondial. Par contre, une vraie coopération internationale est vitale sur les points que j'ai évoqués en allant à toute vitesse, et ça suppose qu'on soit d'accord sur l'analyse de la menace, sur la hiérarchie des menaces, sur les réponses principales, sur le processus, sur le chemin. Et on n'y est pas clairement. Vous avez mis l'exemple de la COP 21, qui est pas mal. Donc sur le climat, il faudrait qu'il y ait l'équivalent de ça sur des autres volets d'écologie dont j'ai parlé, qui était très bien orchestré par la France à l'époque, et notamment Fabius. Mais ça n'aurait été possible, enfin ça n'a été possible que parce que Obama avait beaucoup de courage à engager les États-Unis dans une évolution que l'ensemble de l'autre Amérique, c'est de Trump, refuse absolument, et parce que les Chinois qui nous ont raconté pendant 30 ans que toute histoire d'écologie c'était de la connerie, c'est pas vrai, c'est des mensonges, ça avait été inventé par les pays développés pour les empêcher, les Chinois, de se développer, donc ils disaient vous n'allez pas nous refaire le coup de la colonisation, c'est terminé, on fait ce qu'on veut. Et ils ont changé, non pas parce qu'ils s'inquiètent du climat dans 20-30 ans, mais parce que l'air est irrespirable aujourd'hui et demain. Toute personne qui a été en Chine ici sait que l'air est devenu irrespirable, Pékin, Shanghai, donc il y a une pression, même dans le système chinois, il y a une opinion, elle est canalisée par le parti communiste. C'est pas communiste, c'est le parti du pouvoir. Ils sont quand même 80 millions là-dedans, donc il y a un vrai système de pression, donc les Chinois avaient bougé, ça a permis l'orchestration française très réussie pour faire l'opération de la COP 21. Mais évidemment, c'est en retard par rapport à ce qu'il faudrait faire. Il faudrait beaucoup plus de percées scientifiques, en fait. On n'a pas encore atteint le système de batterie qui permet d'être plus haut, qui permet de stocker l'électricité dans des conditions économiques, rentables, durables, etc. Bon, donc voilà le tableau. Donc après, il faut se demander, il ne faut pas rêver sur que fait la communauté internationale, donc qui n'existe pas, on perd son temps. Même quand on dit que fait l'Europe, c'est qui l'Europe? Il y a un risque dans ce type de présentation, des gens qui veulent lutter contre une sorte de localisme étroit, nationalisme étroit, disent oui, mais c'est pas à ce niveau-là, c'est l'Europe qui doit agir. Ça paraît bien, ça paraît moderne, ça paraît sympa. Mais c'est qui? Et l'inconvénient qu'on voit mieux maintenant, depuis une vingtaine d'années dans les électeurs européens, c'est que quand on dit aux gens c'est l'Europe qui doit faire ça, ça ne paraît pas tellement moderne en fait. Pour la plupart des gens, ça veut dire oui, mais donc c'est pas nous. Donc on nous enlève la décision. La souveraineté qu'on a mis tellement longtemps à conquérir dans notre histoire, et est récupérée par qui? Le commissaire Berthe-Moll que personne ne connaît, ou les marchés sont devenus fous. Donc quand on dit ah mais non, mais ça c'est au niveau de l'Europe, c'est au niveau du monde, au niveau de ce quoi. Et c'est ça, pas du tout l'effet de mobilisation. Donc il faut plutôt travailler sur beaucoup plus classique, coopération internationale, la coopération entre Européens sur ceci, sur cela. Il faut trouver des formules, des chemins, des feuilles de route qui soient mobilisatrices et pas décourageantes. Si on accepte tous ces prémices, qu'on peut discuter, bien sûr, on va inviter donc déjà mon point de vue. Si on accepte ces prémices, après on peut déterminer les cheminements sujet par sujet. Comment agir malgré tout dans ce monde-là. Mais on ne peut pas raisonner en termes bisounours. Dans le monde tel qu'il est, il ressemble beaucoup plus à Jurassic Park. Voilà. Pour d'horizon terrifiant, Déjà, merci pour cette présentation.
Et j'aimerais revenir rapidement sur les 3 comptes à rebours que vous avez évoqués, et notamment le premier, c'est-à-dire le compte à rebours écologique, en le reliant à l'actualité récente, puisque ces dernières semaines, on a tous assisté à la démission de M. Nicolas Hulot, qui a quitté le gouvernement et qui, dans son discours, donnait l'impression d'une impossibilité du changement de carrière, ou en tout cas de petites avancées qui ne suffisaient pas à être à la hauteur des enjeux écologiques du moment. Et il a espéré que cette démission entraîne une prise de conscience collective. Et la question, c'est d'où peut venir cette conscience? Alors moi j'aime bien Nicolas Hulot, que je connais personnellement, mais que ça est totalement anecdotique. Ça n'a aucune importance. Parce que dans la contribution, enfin, la responsabilité de la France dans les questions écologiques mondiales, c'est 1%. 1%. Très bien, si la France elle-même évolue, si on arrive à réduire le CO2, etc. Très bien. Si on arrive à entamer la conversion du gigantesque système agroalimentaire mondial, il a fallu passer par ça pour nourrir tout le monde maintenant, il était évident qu'il fallait vers un système différent, qui soit une sorte de système biologique rationnel, etc. Bon, très bien. Et ce qu'on fait nous, c'est rien. On n'aggrave rien. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est la vraie urgence mondiale, ça doit être le plan de sortie du charbon. C'est le problème numéro 1 de loin, de loin. Et donc ça concerne l'Inde et la Chine. Les États-Unis, c'est partagé. Avec Trump, ils sont en train de devenir un pays voyou. Avant, on disait pays voyou en termes géopolitiques. Ils nous menacent, ils nous insultent, tout ça. Un pays qui ne respecte pas les règles qui sont en train d'émerger petit à petit est un peu un pays voyou. Sauf que les États-Unis sont partagés, que même quand Trump dit « moi je sors de l'accord climat », il y a plein d'États, de villes, d'entreprises qui disent « nous on ne sort pas et on continue ». Donc, ça aurait été, moi j'aurais été très content que Hulot arrive à dépasser son tempérament de fond, qui est de penser que dans une prise de mer toutes les 3 semaines, ça allait faire progresser. En fait, ça n'a pas bien marché, alors qu'on a besoin, ça aurait pu être lui, hein. Il faut d'autres Hulot dans d'autres endroits. Il faut une pédagogie positive d'accompagnement du changement. Regardez l'histoire alimentaire dont je parlais. C'est évident que l'humanité mange pas de viande. Enfin, pas toute l'humanité, mais pas en gros. Et c'est évident que si l'ensemble de ceux qui n'en mangent pas assez se mettent à manger comme les Américains, c'est une catastrophe absolue. Bon. En même temps, vous n'allez pas insulter les gens qui vivent de ça, ils vivent leur bien. C'est pas la faute des bouchers, ni des vétérinaires, ni des paysans, des éleveurs. Alors, bon, il y a des centaines de millions de gens qui vivent de ça. Donc, la seule solution, c'est de dire, vous savez, on va être obligé de changer. Donc, il faut se donner des rendez-vous. Dans 5 ans, on va atteindre ça, puis dans 10 ans, puis dans 15 ans, une pédagogie d'accompagnement. Non pas pour remettre après-demain ce qu'il faut faire tout de suite, mais pour accompagner, en fait. C'est pas la peine d'insulter. La plupart des gens, je serais très content, en fait, d'avoir des comportements écologiques, comme les grands-mères d'autrefois, éteindre la lumière avant de sortir. Bon, si tu as froid, au lieu de mettre du chauffage, mets un pull. Bon, ça, c'est... L'humanité était écologique pendant des milliers de générations avant. Bon, c'est pas complètement impossible d'y revenir. Donc, il faut organiser la transition. C'est pour ça que moi, j'emploie le terme d'écologisation, que l'on a parlé d'industrialisation, parce que ça va s'étendre sur 10, 20, 30 ans. Simplement, il ne faut pas voler, il faut sans arrêt. Donc la discussion, elle est sur les rythmes. Alors c'est là où la France, qui est petite dans sa responsabilité, peut avoir un effet d'entraînement, de levier. C'est qu'elle trouve des solutions générales. Par exemple, si ce sont des ingénieurs français qui inventent les climatiseurs qui ne rejettent pas de CO2, c'est jackpot. Là, on est en pleine croissance verte. Vous voyez, et ce n'est pas le cas pour le moment. Personne n'a trouvé. Donc, il y a de plus en plus de climatiseurs, parce que c'est de plus en plus chaud, c'est de plus en plus intolérable, et donc ça aggrave, en fait. Donc il faut des percées scientifiques, il faut une pédagogie d'accompagnement, et je crois que l'Union tout entière est prête à y aller, en fait. S'il y a des solutions, c'est là où les écologistes politiques, à mon avis, ils ont raté leur coup sur 20-30 ans, parce qu'ils ont extrait 2-3 peurs dans l'ensemble de 250 sujets, 2-3 peurs pour les gens, en gardant que ça, et ils ne se sont jamais intéressés, en tout cas les écologistes en Europe, ils ne se sont jamais intéressés aux percées scientifiques. Vous entendez jamais parler de... Chaque semaine, il y a quelque chose. Le mec a trouvé une molécule qui est moins pire que celle d'avant, après c'est industriel qui est mieux, enfin, c'est tout le temps. Il faut continuer avec ça.
Donc vous dites dans votre présentation que pour faire face aux enjeux qui se présentent à nous, il faut de la coopération entre les pays. Et donc, ce qui demande que chaque pays ait un pouvoir diplomatique qui soit là pour agir. Donc, pour prendre l'exemple de la France, qui a cette vision universelle dont vous parlez, cette prétention universelle, qui prétend vouloir être un pilier de la relation internationale. On pense au fait qu'elle a un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, qu'elle a un réseau d'ambassades dans le monde entier, la place que veut prendre Emmanuel Macron dans les relations internationales aujourd'hui. Voilà, il y a un pouvoir. Mais d'un autre côté, la diplomatie française a réduit le budget, son budget de moitié ces dernières années, et le gouvernement actuel veut encore réduire la masse salariale de 10%. C'est un autre sujet, ça. Non, mais c'est un autre sujet parce que c'est pas la diplomatie qui va régler les questions écologiques. Donc, évidemment, je suis un ancien des affaires étrangères, j'adorais ce job, j'adore ce corps diplomatique, il adore en plus. Et il y a 2 minutes qui aiment avec le temps, c'est Alain Juppé et moi. Et il se trouve qu'Alain Juppé et moi, il y a 10-12 ans, précisément, on a fait un article ensemble pour dire qu'il y en a marre de taper sur le budget du Quai d'Orsay, parce qu'on tape dessus beaucoup plus que proportionnellement par rapport au sacrifice qu'on demande aux autres. Alors que c'est un budget plus petit. À l'époque, c'était 1,3 du budget de l'État. Maintenant, on est en dessous, à peine à 1 par rapport à ça. Et pourquoi Bercy tape dessus? C'est parce que tout le monde se fiche de la réaction des diplomates, et que s'ils se mettent en grève, tout le monde s'en fiche. Et bon, ils ne vont pas mettre les gens dans la rue, donc c'est assez facile de taper dessus. Pour faire des économies de bout de chandelle qui ont des conséquences dramatiques en ce qui concerne l'influence de la France. Il faut fermer le centre culturel, mais c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Et en fait, là, le bon chemin pour relever les défis de la biodiversité qui s'effondre, des choses comme ça, c'est pas l'appareil diplomatique. Donc, je pense que je suis d'accord avec ce que vous voulez dire sur l'appareil diplomatique pour d'autres raisons. Mais les percées sur l'écologie, c'est différent. Par exemple, la biodiversité, les gens disent ouais, c'est triste pour les ours blancs, les éléphants, enfin, c'est pas vraiment important. En fait, ça forme un tout, enfin, ça forme un ensemble. Alors les gens qui commencent à comprendre que sur les abeilles, c'est gravissime. Aux États-Unis, par exemple, il y a des régions entières où il n'y a plus une seule abeille. Donc il faut transporter des millions d'abeilles dans des camions qui circulent. Tout ça est totalement grotesque. Donc la biodiversité, ça suppose un effort géant, mais il faudrait aussi que la Chine, qui est quand même le prédateur numéro 1, arrive à stopper les trafics d'ivoire, donc de cornes d'éléphants, de rhinocéros, etc. Et si ces animaux sont sur le point de disparaître, c'est à cause des gens en Chine qui achètent ça. Ça fait très peu de temps que les Chinois officiellement ont interdit. Il faut tout un espèce de système. Après, il faut que les habitants de telle région arrêtent de manger de la viande de brousse, comme on dit. Il y a des singes du coin, la viande de brousse. Bon, donc il faut qu'ils aient autre chose à manger. Bon. On ne peut pas prendre globalement, il faut prendre sujet par le sujet. Sur les abeilles, on commence à prendre le... donc tout ça n'a pas... Il y a un gigantesque programme qui se décline, des calendriers à la fois réalistes et en même temps très logiques, mais ce n'est pas le sujet de la diplomatie. Alors comment on fait pour coopérer si on n'a ni communauté internationale, ni appareil diplomatique pour coopérer? Ah non, j'ai pas dit qu'il ne faut pas d'appareil diplomatique. C'est pas eux qui vont trouver la solution. Mais il faut plus de science. Plus de science, plus de technologie, plus d'avancées. C'est pas eux qui vont trouver les batteries de l'avenir dont j'ai parlé, les batteries de l'avenir, etc. Simplement, quand j'insiste sur ne croyez pas qu'il y ait une communauté internationale qui va s'en occuper à votre place, que l'ONU va faire je ne sais quel miracle à votre place, c'est pour ne pas déresponsabiliser les dirigeants nationaux, locaux, les entreprises, etc. Après, les diplomaties du monde entier savent très bien comment coopérer. Mais il ne faut pas que tout le monde ait une part de responsabilité dans son comportement personnel ou dans son rôle professionnel, etc. Justement, là, vous venez d'évoquer le fait qu'il y a une nécessité de plus de science. De science. Ça pourrait nous aider à avancer. Et ça me permet de... Uniquement des chercheurs, des gens qui trouvent. C'est vrai que c'est ça qui me fait. J'aimerais revenir sur le dernier compte à rebours que vous avez évoqué, c'est-à-dire le compte à rebours numérique. En tout cas, ce choc numérique dont vous parlez.
Et c'est vrai que beaucoup, en tout cas, les scientifiques sont divisés sur la question, le présentent comme une menace, mais c'est vrai qu'on pourrait penser aux avancées que ça peut produire. Mais ils présentent les deux. Et dans moi, je ne sais pas choisir entre les deux. Je n'ai pas assez de culture scientifique personnellement. Moi, je suis assez sûr de moi là-dessus pour avoir un instinct aussi net que sur la géopolitique. Donc j'ai simplement présenté l'état du débat. Donc, on pourrait nuancer en disant que c'est pas un danger, c'est un choc, donc c'est pas encore bien évaluer les conséquences qu'il pourrait avoir. Il faudrait se préparer dans l'idéal, dans les lieux où on est formé, comme chez vous, à toutes les hypothèses. Et en même temps, il faut une réflexion sociale, une politique, qui se traduit par des lois et des règles, sur quelles sont les conséquences. Est-ce que par exemple ça va détruire l'ensemble des emplois non qualifiés? On ne sait pas. Certains disent oui, ça va anéantir l'ensemble des jobs dans lesquels qui sont en dessous de Bac plus 15, quoi. Ça va disparaître. Bac plus 7 en avant. D'autres vont dire non, ça va créer de nouveaux jobs. Donc là, c'est compliqué, c'est une interrogation à laquelle on ne peut pas répondre simplement. Donc il faut se préparer à toutes les hypothèses, et notamment que les gens soient formés de façon tellement astucieuse qu'ils peuvent rebondir. C'est pour ça que la question de la formation est tellement importante, y compris pour le gouvernement actuel. Il ne s'agit pas de la deuxième chance, il s'agit de la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, 10e chance, pour rebondir tout le temps. Pour venir à un autre sujet, toujours connexe, dans votre livre Sauver l'Europe, vous sommez les élites d'écouter les peuples. Mais n'est-il pas parfois le rôle des élites, par exemple dans la question écologique, de précéder le peuple dans ces questions? Il faut convaincre. Si vous dites à l'ensemble des paysans français, arrêtez les pesticides, arrêtez tous les produits dégoûtants, etc., mais qu'ils ne savent pas quoi faire du jour au lendemain, pourquoi ça sert d'être des kilomètres devant les gens? Ils n'avaient pas leur dire qu'on fait du milliard coccinelle à la place des pesticides. Il faut qu'il y ait un cheminement. Il y a des travaux très intéressants sur comment on pourrait avoir une agriculture moderne, biologique, rationnelle, qui nourrirait toute l'Europe en 2040. Bon, il y a des tests par rapport à ça. Après, c'est la question du leadership politique. Il ne s'agit pas d'être derrière les gens. Justement, les politiciens modernes dans les démocraties contemporaines qui sont obsédés par ce qu'on a dit sur un réseau social débile la veille ou le sondage du matin, ils sont totalement scotchés, ils ne peuvent rien faire en fait. Donc il faut un peu de leadership, si ce mot a du sens. Mais il faut que l'ensemble fonctionne, il faut convaincre les gens, il faut les entraîner. Aujourd'hui, les gens sont tellement informés, tellement, même dans les pays les plus arriérés, les gens ont des portables, ils regardent ce qui se passe ailleurs, tout ça. Donc il faut convaincre. On ne peut pas aller un peu. Mais est-ce que ça marche? Chercher la combinaison entre les deux. Est-ce que ça marche cette idée de pédagogie? Parce que le gouvernement actuel aime beaucoup ce mot de pédagogie. Et pourtant, est-ce que le message passe? Ça dépend. Je ne parle pas du gouvernement actuel, ce n'est pas le sujet. Et ça marche, oui. Et il faut que la pédagogie soit crédible. La pédagogie n'est pas la même avant une décision, pendant, après. On va faire des réformes. Il y a des pédagogies selon chaque étape. N'importe quel prof à l'ancienne, c'est ça. N'importe quelle institution, c'est ça. Donc les pédagogies, c'est de l'accompagnement. Mais s'il s'agit de préparer l'ensemble de l'humanité à un mode de vie qui serait devenu rationnellement écologique, en écologisant tout, l'industrie, l'agriculture, les transports, la construction, etc., il n'y a aucune raison que l'humanité soit contre. Si on ne les insulte pas, si on ne prend pas des gens qui n'y sont pour rien, s'il y a des voies alternatives, des calendriers, des étapes. Ça, je suis sûr que c'est possible. C'est plus compliqué sur les réformes, les fameuses réformes qu'ont dû faire tous les pays ultra développés à un moment où plusieurs décennies, quand les dépenses sociales sont devenues extrêmement lourdes, ce qui entraîne une fiscalité qui asphyxie l'économie, que tout ceci qui est connu. Au départ, c'était évidemment justifié parce que personne ne pouvait tolérer de vivre encore dans un monde à la Zola ou à la Kipling. Voilà. Ce genre de Dickens, par exemple, pas Kipling. Bon. Dans les grands pays du monde des 30 ou 40 dernières années, en plus avec l'allongement de l'espérance de vie qui n'avait jamais été pris en compte au moment de l'invention des retraites, on arrive à des systèmes qui sont globalement infinançables. Donc il y a des réformes ont eu lieu partout. À peu près partout. C'est la France qui l'a fait le moins. Le plus en retard, des psychographes géants, dès qu'il y a la moindre réforme de quoi que ce soit.
Mais sinon, il y a 10-15 pays qui l'ont fait. C'est pas lié à l'euro, parce que la Norvège l'a fait. C'est même pas lié à l'Europe, puisque la Nouvelle-Zélande l'a fait. Ou le Canada. Donc il y a une espèce de mouvement. Alors après, selon les pays, il y a des gens qui s'en sont sortis très bien, il y a des gens qui ont tout de suite trouvé les mots, calmer les angoisses, et puis d'autres, pas du tout. Ça dépend. Bon, ça dépend du contexte politique, ça dépend du terme, ça dépend de mille choses. En fait, c'est encore un autre chose. Oui, alors, comme il nous reste peu de temps, on Il aimerait reste 15 minutes. la salle ait la possibilité de poser certaines questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main et vous lever pour qu'on puisse vous entendre. Bonjour, merci beaucoup. Vous m'entendez? Non, attention. Je parle plus près. Merci beaucoup pour cet exposé très intéressant. J'avais une question qui se décline en fait en deux questions. Sur la recherche scientifique, en fait, quelle serait selon vous une gouvernance optimale pour orienter, cibler cette recherche vers des moyens, parce qu'on voit qu'aujourd'hui il y a des recherches qui se conduisent dans tous les pays, même s'il y a certaines collaborations. Quelle gouvernance idéale, selon vous, permettrait de booster en fait, cette recherche et de mieux la cibler sur ces progrès écologiques que vous évoquez? Et enfin, pour la deuxième question, aussi sur la gouvernance, vous parlez de coopération entre les pays, que l'ONU, cette structure, est plus un réseau. Alors, la même question sur la gouvernance, qu'est-ce qui serait, selon vous, idéalement, un modèle de gouvernance qui permettrait de stimuler cette coopération entre les pays, puisqu'il faut la stimuler dans le temps, en fait. Vous mettez des échéances et il ne faut pas que ça retombe, en fait, dans le temps. Sur la recherche, je vais vous faire une réponse bateau, c'est qu'il faut trouver la combinaison entre la détermination d'axes stratégiques et d'autre part une très grande liberté. Parce que tous les systèmes trop planificateurs ont échoué. Les systèmes genre soviétiques qui sont déterminés à l'avance, bon, c'est l'asphyxie totale, ça ne fonctionne pas. Stérilité absolue. Donc il faut donner, je pense que alors est-ce que c'est les pouvoirs publics, est-ce que c'est les ministres X ou Y, est-ce qu'il faut que ce soit des conseils collectifs, mais à un certain moment, il faudrait dire, dans la feuille de route écologique, d'écologisation, on a absolument besoin, j'ai donné 2 ou 3 exemples au hasard, de faire une percée sur les batteries, sur les climatiseurs, je ne sais pas comment. Il faut donner des orientations. Et après, je pense que parce que ce sont les chercheurs qui vont se rebeller, ce sont les internes, pour les soigner à la liberté, évidemment, plus de moyens. C'est tout à fait triste de voir des chercheurs français incroyablement bons dans leur domaine, qui fichent le camp aux États-Unis parce qu'ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas chercher. Y compris d'ailleurs des gens qui, à l'autre bout, qui atteignent l'âge de la retraite, et qui peuvent être par exemple des médecins prodigieux, des chirurgiens connus dans le monde entier, ils sont obligés de partir pour continuer. Pourquoi il y a autant de mathématiciens dans la Silicon Valley, par exemple, français? Donc je pense qu'il faut combiner les deux. Après la gouvernance, c'est une question trop vaste, il n'y a pas de réponse. En fait, ça fait très très longtemps qu'on cherche une espèce d'optimum entre quelque chose de plus démocratique, qu'on choisit les gens par les élections, qui est quand même le consensus des gens, mais vous voyez bien comme moi que la bonne vieille démocratie représentative est attaquée de toutes parts. On élit des gens pour 5 ans, et s'ils sont bons, on les garde, sinon on ne les garde pas. Non, des gens veulent bien intervenir dès le lendemain. Ils ont voté quelqu'un pour le dimanche, et dès le mardi, ils sont complètement déçus. Parce qu'il y a une déclaration qui les a énervés, parce qu'on a nommé quelqu'un qui n'est pas bien. Bon. Donc il y a une espèce de pulsion à la démocratie directe et permanente. Ça mérite réflexion. Parce que le jour où on est interrogé tous les matins sur les portables, il y a eu un crime atroce hier, je rétablis la peine de mort, c'est évident. C'est évident qu'il y aura une majorité pour ça tout de suite. Je prends cet exemple, on peut en prendre 10 ou 15. Bon. 2 jours après, les gens vont dire ah non, c'est pas vraiment mes idées, c'est tout ça, donc je recorrige. C'est le chaos complet. Bon. Donc l'idée de la démocratie directe et permanente, c'est pas du tout excitant. Ça peut aboutir à une espèce de dictature de tout le monde sur chacun. Il n'y a même pas de despote qu'on puisse assassiner au milieu. Parce que le despote, c'est tout le monde. Et lui, c'est moi, c'est tout le monde. Donc il y a un vrai problème de démocratie dans l'avenir. Je pense qu'il faut une démocratie participative beaucoup plus intense, encadrée, et qui n'arrive pas à ce que j'ai décrit. Et dans le même temps, ça ne se passe pas contre les
les gentils pays démocratiques entre eux, puisque les démocraties ont vécu depuis 3 siècles, ont l'idée qu'elles avaient trouvé quand même l'âge de l'humanité, c'était presque une transposition des idées religieuses, et l'Occident démocratique, l'esprit des Lumières, on est en avance sur l'âge de l'humanité, qu'elle allait nous rattraper peu à peu, tout ça. Mais maintenant, il y a le système chinois. Et il y a quand même, dans au moins la moitié des pays du monde, des gens qui se disent, c'est peut-être mieux en fait. C'est peut-être mieux. Ça marche mieux. Aucun pays dans l'histoire n'a jamais fait ce que la Chine a fait en 20 ans. Et puis le changement de niveau de vie, l'espérance de vie par rapport à ce qu'ont vécu les Chinois dans les 2 siècles d'avant, c'est absolument prodigieux. Et la mondialisation qui est tellement décriée a complètement changé les données de l'extrême pauvreté dans le monde. Et pas forcément parce que ça a été décidé par des régimes démocratiques. Alors il y a une espèce de trouble qui est très 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 mal vécu dans les démocraties, et très 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 mal vécu par les intellectuels occidentaux, mais ça fait partie du sujet aujourd'hui. Voilà, donc il n'y a pas de signe de réponse. Une question qui est aussi vieille que les voies correctes. Il faut trouver la meilleure réponse à un moment donné par pays. Et moi je dis. Donc vous dites qu'on est dans une situation. Parlez plus fort. Vous dites qu'on est dans une situation d'urgence, donc il est 23h58. Et non, j'ai pas dit ça, moi, c'est eux. C'est pas du tout de l'histoire nucléaire, en fait. Moi, je crois à la dissuasion nucléaire, je crois pas du tout à ça. C'était pour les Américains il y a 50 ans. Sur l'écologie, par contre, vous avez dit que les organismes mondiaux étaient inefficaces et que la diplomatie l'était tout autant. Et dans ce cas, qu'est-ce que vous proposez à l'échelle mondiale pour faire face aux droits de danger imminents? C'est l'inconvénient d'avoir parlé trop vite en résumant trop. Mais je vous suggère de lire certains de mes livres pour aller dans les nuances. Donc, j'ai dit que c'était illusoire et dangereux et démobilisateur de penser qu'il y a une sorte de communauté internationale qui va s'occuper de ces questions à notre place. J'ai dit que c'était naïf de voir que l'ONU qui est juste le nom de la salle. Ça dépend des gens qui sont dedans, c'est tout. Que l'ONU allait régler les problèmes. Et que même l'Europe est un mot valise. On dit l'Europe, on ne sait pas si on parle de la Commission, du Parlement, ou de la Cour de justice, ou des 27 gouvernements, ou des 27 opinions publiques. Donc, méfiez-vous de ce genre de mots. C'est ça que je dis. Je n'ai pas dit que la diplomatie était inefficace, j'y crois énormément, c'est indispensable. On l'a inventé il y a 3-4 siècles. Mais j'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas la diplomatie, aussi utile qu'elle soit, qui allait faire des percées scientifiques. C'est ça que j'ai dit. Donc je suis pour une coopération internationale absolument intense. Chaque pays est quand même responsable de ce qui se passe chez lui, mais il n'y a pas beaucoup de problèmes compliqués qu'un pays puisse régler tout seul. Mais le régler en coopération, ça ne veut pas dire le faire forcément régler par le commissaire Sarkozy à Bruxelles. Ça peut être une coopération, on va dire, mais ça dans le traité européen il y a très longtemps. Ça s'appelle la coopération renforcée, dans lequel un groupe de pays déterminés peuvent avancer. Donc j'essaie de lutter contre les expressions simplificatrices. Au total, c'est une combinaison dans toutes ces affaires. J'ai donné l'exemple de la COP21. C'est une combinaison d'évolution des opinions, des gouvernements, qui les ont favorisés, stimulés, c'est sur elles pour aller plus loin, et puis il y a des entreprises qui bougent, certaines d'entre elles qui vont faire bouger celles qui ne bougent pas. Oui, il y a tout un combinaison. Une dernière question, c'est au combien? J'ai encore 6 minutes. Plusieurs questions. Si elles sont très courtes. La question elle est un peu plus compliquée. Un peu plus compliquée, un peu plus longue. Ah, c'est pas possible, hein, c'est pas ça. Non, mais dans la réponse, vous avez parlé du clivage entre l'Orient et l'Occident et que... Non, pas spécialement, non. Donc, moi, il y a quand même des puissances émergentes, que le monde n'est plus unipolaire et que l'histoire ne s'est pas encore terminée. Je voulais vous demander que... Mais les émergents, c'est pas l'Orient et l'Occident. Hein. Non, pas... Ça n'a rien à voir comme critère. Ok, enfin, ma question, je vais terminer. Allez-y. On voit aujourd'hui dans le monde, dans ce qu'on appelle le monde émergent, se multiplier plusieurs phénomènes qui montrent que la puissance occidentale n'est plus la puissance unique du monde. Je pense par exemple à ce qu'on appelle la coopération Schengen, par exemple, entre la Russie, la Chine, les pays d'Eurasie et tous ces pays-là.
qui ont démontré sur plusieurs Mais c'est pas une question, ça, j'ai pas le temps. C'est un exposé, ça, j'ai pas le temps. J'ai posé la question, c'est évident que les Occidentaux n'ont plus le monopole. Il y a d'autres puissances, vous parlez de l'organisation de Shanghai, j'ai peut-être pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est l'organisation créée par les Chinois. Les Chinois des Russes. Voilà. Donc il y a une lutte d'influence. Donc ma question c'est, est-ce que vous pensez qu'il y a une vraie menace pour l'Occident du monde oriental, ou est-ce que c'est juste un fantasme et que ça n'existe pas? Il n'y a pas spécialement une menace pour l'Occident de la part du monde oriental, et on ne sait pas ce qu'est le monde oriental, est-ce qu'il y a l'Iran dedans, l'Indonésie, le Japon, je ne sais pas tellement. C'est évident que les pays asiatiques, globalement, en termes démographiques et de capacité économique, sont en train de revenir au premier rang, notamment la Chine, qui est une puissance colossale, donc on ne voit pas les limites. Donc c'est sûr que la montée de la Chine pose un problème gigantesque aux Occidentaux et notamment aux Américains. Ça fait 30 ans que les Américains ne savent pas très bien s'il faut coopérer avec la Chine ou tenter de l'endiguer. Donc il y a une hésitation permanente. Enfin, c'est un grand sujet, vous voyez. Mais c'est pas l'Orient, d'autant qu'il y a énormément de pays d'Asie qui sont terrorisés par la montée de la Chine. Donc on ne peut pas se servir d'Orient-Occident. Le seul domaine où il y a le débat, mais ce n'est pas Orient-Occident, c'est quand Newton avait répondu à Fukuyama qui disait c'est la fin de l'histoire parce que tout le monde est d'accord avec la démocratie et le marché. Newton avait dit non, malheureusement il y a des risques d'affrontement entre les grandes zones de civilisation. Civilisation occidentale, civilisation chinoise, confucienne, civilisation islamique, orthodoxe, etc. Avec des débats sans fin qui continuent jusqu'à maintenant. Mais en tout cas, le vrai challenge pour l'Occident, c'est que l'Occident avait le monopole de la puissance, de la domination, de l'économie, des valeurs, du langage. Regardez toutes les villes de l'ancien Tiers-Monde qui ont été rebaptisées par les colonisateurs de tous les pays d'Europe, qui sont maintenant rebaptisés dans l'autre sens. C'est Bombay, Mumbai, on peut prendre 50 exemples. Donc oui, l'Occident est challengé par le fait qu'il est relativisé. J'ai vu il y a quelques jours, et je terminerai là-dessus, le plus grand géopoliticien actuel asiatique s'appelle Kishore Mahbubani, c'est un Singapourien, qui est une sorte de Kissinger asiatique, on va dire, et qui dit depuis 30 ans, la parenthèse occidentale se termine. Et je l'ai vu il y a 8 jours, il m'a dit mais ça va trop vite. Je dis mais pourquoi? Parce qu'en Asie, on a quand même encore besoin d'un Occident puissant, parce qu'en Asie, on n'est pas protégé entre nous des engrenages guerriers. Il n'y a pas l'équivalent de ce qu'il y a en Europe avec l'Alliance Atlantique, puis les relations européennes, etc. Donc on aurait besoin que l'Occident reste fort. Mais on n'a pas envie non plus que l'avenir du monde soit entre les mains d'une Chine de plus en plus puissante et des États-Unis dont on ne sait plus où ils vont en fait. Complètement erratique, à chaque élection présidentielle, ils élisent le contraire exact du gars d'avant. Donc il me dit qu'on a besoin de l'Europe. On a besoin d'une Europe forte. C'est ce qu'il a dit Kishore Mahbubani. Il revenait de 6 mois en Europe et il rentrait, on va dire, inquiet. Donc, il ne faut pas dire plus. Il a dit qu'il faudrait que l'Europe devienne machiavélique. En plus, il écrit dans ses livres, là-dessus je suis d'accord, que si on veut prendre la personne dont les idées sont le plus mal comprises, investies, etc., dans toute l'histoire des idées, c'est Machiavel. Machiavel qui est une question négative, c'est un des plus grands penseurs de la science politique de tous les temps, et qu'il avait eu, comme il dit, comme unité italienne, l'amélioration de la société, donc c'est exactement l'inverse. C'est extraordinaire comme inversion. Et donc quand le Singapourien dit qu'il faut que l'Europe soit machiavélienne, en tout cas, il y a qu'elle soit capable d'avoir une stratégie. Je lui donne moi un exemple. Il me dit, par exemple, c'est complètement absurde de la part de l'Europe d'avoir une politique systématiquement anti-russe, hystériquement anti-Poutine, alors qu'il y a des tas de raisons à ça, etc. Et donc vous poussez, malgré eux, la Russie dans le camp chinois. L'organisation de Shanghai, on vous a parlé. Il dit c'est complètement absurde stratégiquement. Ça se comprend quand on vit au gré de l'opinion au jour le jour, et la radio du matin, etc. Mais si on zone sur le 30 ans, c'est absurde. Voilà ce que disent les géopoliticiens qui ne sont pas aux commandes, qui ne sont pas président ou ministre en même temps, évidemment, ils peuvent s'abstraire des ventes d'opinion permanentes. Donc c'est le raisonnement dans la durée. Donc le vrai challenge pour l'Occident, c'est de s'adapter à une situation mondiale dans laquelle il reste puissant et influent,
Mais ils n'ont plus le contrôle de l'ensemble du système. Ils n'ont plus le monopole. Et personne d'autre ne l'a à leur place. Voilà, désolé, c'est vraiment au talon. Hein. Si vous me disiez, il y a plein de nuances dans les liens. Merci beaucoup pour d'être encore venu, malgré votre emploi du temps. Et pour les autres, il y a un but, là nous attend dans le hall.